Le nom de peintre ne se dit pas au féminin. Au milieu du XIXe siècle, pour Berthe Morisot, jeune fille de bonne famille, cela sonnait comme un défi. Elle devint la première femme du groupe des impressionnistes, aux côtés de Degas, Monet, Renoir, qui la considéraient comme leur égale. Parce qu'il ne pouvait peindre qu'à sa manière, il fut l'homme de tous les scandales. De son vivant, Édouard Manet ne connaîtra que les critiques, les insultes, les moqueries. Tous les deux issus de la grande bourgeoisie parisienne, leur rencontre était inévitable. Leur relation dura 15 ans. 15 années aujourd'hui encore auréolées de mystère. Pourquoi ces deux artistes à l'esprit si farouchement libre se sont-ils rapprochés? Quel duo de peintres ont-ils formé? Un duo de complices? Un duo de rivaux? Jamais, en tout cas, Édouard Manet n'a peint tant de fois la même femme. Et si Berthe Morisot devint finalement sa belle-sœur, ont-ils, en secret, vécu une passion amoureuse? C'est au musée du Louvre, en 1868, que le peintre Fantin Latour provoque la rencontre. Berthe, avec sa sœur Edma, s'applique à y copier les grands maîtres, un passage obligé pour tous les élèves peintres. Manet, de son côté, est un artiste confirmé. 5 ans auparavant, il a défrayé la chronique avec son Olympia, puis son déjeuner sur l'herbe. Manet est l'homme du scandale. Théophile Gautier, qui a soutenu ses premiers pas quelques années plus tard, se détache de cette peinture qu'il trouve trop radicale. Et il dit lui-même « Monsieur Manet a l'honneur d'être un danger ». Et ça excite un peu, je crois, la jeune Berthe Morisot, qui a 10 ans de moins que lui. On le sent dans la correspondance entre Berthe Morisot et sa sœur, Edma. Il est fasciné par le personnage, à la fois parce qu'il est un objet de scandale, mais aussi par son assurance. Il y a une lettre assez connue de Manet qu'il écrit à son ami Henri Fantin Latour, au moment où justement les deux artistes viennent de faire connaissance des sœurs Morisot, c'est-à-dire de Berthe et de Edma, et il les juge charmantes. Les deux sœurs Morisot sont charmantes. C'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture en épousant chacune un académicien. Au départ, il est tout à fait condescendant. Au départ, il dit que la seule qualité d'une femme, c'est d'épouser un académicien. L'entrée en matière manque donc à l'évidence de flamme. Mais si, pour Manet, au moment de la rencontre au Louvre cet hiver 1868, la jeune fille n'a rien à lui apprendre en peinture, sa beauté et son charme semblent bel et bien opérés. Très vite, Manet propose à Berthe de poser pour lui, pour une toile qu'il a en tête, le balcon. Manet est en train de s'écarter de Victorine Meurent, qui a été le grand modèle des premiers tableaux, Olympia, Le Déjeuner, La femme au perroquet, et il cherche autre chose. Il cherche autre chose dans sa peinture, peindre le monde moderne, le Second Empire. On tourne la page de la peinture noire, de la peinture espagnole, pour saisir l'époque dans une palette et une écriture nouvelle, et il a besoin d'un modèle, d'une femme qui va incarner cette modernité, et ce sera Berthe Morisot entre 68 et 74, dans une série de tableaux tous éblouissants, tous différents, où Berthe Morisot va non seulement jouer un rôle, mais va s'imposer en tant que telle. Pour Berthe, qui rêve d'être peintre,
la rencontre avec Manet est d'une importance capitale. On lui présente enfin un artiste hors du commun. Mais il a par ailleurs un réel magnétisme. Même s'il est marié, Édouard Manet multiplie les conquêtes féminines. Peu d'hommes ont été aussi séduisants, dira de lui son ami Antonin Proust. Berthe a-t-elle pu résister? A-t-elle succombé? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a eu une intrigue amoureuse entre Berthe Morisot et Édouard Manet? C'est difficile à dire, moi je ne pense pas. Franchement, moi je n'en sais rien. On peut deviner beaucoup de choses grâce à la peinture. La peinture parle, mais les documents manquent. Donc un historien ne peut pas prouver par A plus B qu'il y a eu une histoire d'amour entre Édouard Manet et Berthe Morisot. Il est impossible en effet de trouver quelques preuves d'une attraction amoureuse entre Berthe et Manet. Pas le moindre mot, pas le moindre courrier. Pourtant, tout au long de sa vie, Berthe a entretenu une correspondance fournie, non seulement avec sa famille, sa sœur Emma, mais aussi avec ses amis. Comment, dès lors, expliquer qu'il n'y ait aucune trace écrite d'un échange avec Manet, et ce, alors qu'ils se sont fréquentés durant 15 ans? Il n'y a pas de trace de correspondance amoureuse entre Berthe Morisot et Manet. S'il y a eu des lettres un petit peu plus, je sais pas, chaleureuses, mais plus ambiguës, disons, en tout cas, elles n'existent plus. Un peu comme si une main était passée par là pour détruire justement les traces de cette histoire. Quelque temps avant de mourir, elle a confié à l'une de ses amies, qui était Louise Riesner, qui était la fille d'un grand peintre, elle lui a dit « Mieux vaut détruire les lettres d'amour ». C'est la seule trace que l'on ait qui puisse laisser supposer qu'il y a eu une sorte d'autodafé personnel de Berthe Morisot concernant Édouard Manet. Les heures douces, les terribles restent immuables. Et avons-nous besoin d'objets matériels pour les revoir comme reliques? Cela est bien grossier. Mieux vaut brûler les lettres d'amour. Ni lettres, ni aveux. Mais y aurait-il ailleurs d'autres indices d'une éventuelle idylle? L'attirance pour Berthe de la part de Manet, elle est manifeste dans l'insistance avec laquelle il a fait son portrait. Manet a représenté 14 fois Berthe Morisot sur ses propres toiles. C'est plus qu'aucun autre modèle. Même Victorine Meurent, qui a beaucoup posé pour Manet, n'a jamais posé autant que Berthe Morisot. Berthe n'est pas un modèle. Berthe est véritablement d'abord une jeune fille de la bourgeoisie. Elle est en plus une artiste elle-même et pourtant elle consent à passer de longues heures dans l'atelier de Manet. Les tableaux sont chargés de désirs interdits, mais ce qui est formidable dans ces tableaux, c'est que on en perçoive justement l'acuité, on en perçoive à la fois la force et l'impossibilité. Et ça, Manet est le seul à être capable de peindre ça entre 1968 et 1974. Et bien entendu, le tableau emblématique de cette histoire d'amour, s'il y en a une, c'est Berthe Morisot au bouquet de violettes. La violette, c'est la fleur de la modestie, c'est la fleur de la discrétion. Donc elle va parfaitement bien à Berthe, puisque Berthe est une femme très réservée, très secrète. Et en même temps, la violette, c'est l'amour secret, l'amour inavoué. Ce qui est amusant, c'est qu'après avoir peint ce tableau, qu'il a peint dans son atelier de la rue de Saint-Pétersbourg, Manet a peint un tableau en tout petit format qui représente simplement le bouquet de violettes, et qui est un bouquet de violettes évidemment immortel, puisqu'il ne va jamais sécher, c'est un bouquet peint, et il a écrit « À Berthe, Manet ».
1874 est une année charnière pour Berthe Morisot. À 33 ans, elle se décide enfin à se marier, et c'est cette même année que le peintre exécute son portrait pour la dernière fois. Berthe ne posera plus jamais pour Manet par la suite. Elle est de profil, ce qui est assez rare dans les portraits de Manet, et la composition est très vive. Son éventail est ouvert, hein, l'éventail c'est l'accessoire de la séduction, et elle porte une bague de fiançailles, dit-on. Donc Manet a voulu fixer ce moment, le moment où leur relation bascule. Les contraintes sociales, la morale et les bonnes mœurs auraient-elles eu raison d'une éventuelle passion amoureuse? Il y a beaucoup de points mystérieux. Par exemple, on ne sait pas si Berthe a posé seule dans l'atelier de Manet. Elle a surtout posé rue de Saint-Pétersbourg, où il occupait une ancienne salle d'escrime qu'il avait transformée en atelier et qui avait une atmosphère particulière. Tous les contemporains ont décrit cet atelier plein de fleurs, car Manet a beaucoup peint les fleurs, mais il aimait vivre au milieu des fleurs, donc c'était plein de bouquets, il y avait des odeurs très fortes de fleurs, et il y avait des canapés profonds, il recevait de nombreux modèles, il y avait parfois des vêtements féminins oubliés sur un sofa. Donc Berthe entrait là presque dans une garçonnière. C'était vraiment l'atelier du peintre. On sait très bien qu'il peignait des femmes nues. Donc, était-elle seule? Je ne pense pas, parce que c'est une époque où on ne laisse jamais les jeunes filles poser seules. Parce que non seulement il y avait un risque pour leur réputation, et bien il y avait un risque surtout d'avoir des enfants, d'autant plus que vous savez que Manet lui-même avait quelques problèmes justement dans cet ordre, puisqu'il avait contracté la syphilis dans sa jeunesse. Donc, c'était très difficile d'avoir une liaison sans qu'immédiatement ça n'entraîne le mariage. Le 24 janvier 1874, Berthe Morisot perd son père. Puis au mois de décembre de la même année, c'est encore en tenue de deuil, vêtue de noir, qu'elle épouse un Manet, Eugène Manet, le propre frère d'Édouard. Pourquoi Eugène? Là, il faudrait peut-être en appeler à l'inconscient. Il y a cette lettre terrible où elle dit, je crois à sa sœur, au fond ma situation était insoutenable, j'ai vécu trop longtemps de chimères, c'est un brave garçon, il m'aime en plus. Voilà. Donc c'est un mariage de raison, plus que de cœur. Et cette lettre est terrible puisqu'elle dit bien que, au fond, celui qu'elle a aimé, c'est l'autre. Je ne le pense pas. Je veux dire, c'est plutôt de l'ordre de la conviction que de la preuve scientifique. Mais Eugène Manet était un personnage attachant aussi. Les frères Manet, en général, avaient l'air d'être très attachants. Et Eugène, en plus, il a vraiment un parcours qui est vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où il va épouser Berthe, les rôles vont s'inverser. Et c'est lui qui va abandonner la peinture qu'il pratiquait peut-être en amateur et qui va entrer au service de l'œuvre de sa femme. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Mariage de raison ou mariage harmonieux, Berthe va connaître en 1878 le plus grand des bonheurs avec la naissance de sa fille Julie. Le trésor de sa vie, qui va littéralement grandir sous le pinceau de sa mère. Le paradoxe de la bourgeoisie, à laquelle appartiennent Berthe comme Manet, c'est de faire émerger tout à coup des artistes sans que rien ne les laisse présager. Des êtres tout entiers possédés par le démon de la peinture ou de la poésie. Berthe et Manet ont-ils dû placer leur art au-dessus des conventions? Berthe, fille de préfet, a-t-elle dû batailler afin qu'on l'autorise à vivre sa passion?
Elle a eu une éducation très, très stricte, hein, comme toutes les jeunes filles de la bourgeoisie de cette époque. Elles ne sortaient pas seules, elles étaient très surveillées, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner. Il y a quand même effectivement des usages sociaux qui restreignent les mouvements, si je puis dire, d'une femme artiste du milieu de Berthe Morisot, encore une fois. Tout ça, c'est également lié à certains milieux privilégiés dont elle est issue. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas pour une jeune femme de la bonne société. En général, on associe les artistes à la bohème, aux difficultés d'argent, etc. Ce n'est pas du tout le cas de Berthe Morisot, qui, effectivement, peut travailler chez elle, non pas dans un atelier, car c'est une artiste sans atelier, mais qui peint à la maison, toujours au milieu des siens, que ce soit avec ses parents quand elle était plus jeune, avant son mariage, ou ici à la campagne, dans ce château du Ménil qui va devenir une merveilleuse maison de famille. Ce qui la rend extrêmement touchante, mais aussi un peu mystérieuse, parce que finalement, de ce milieu classique qu'on pourrait trouver conventionnel, qui est la bourgeoisie de cette époque, la bourgeoisie du XIXe siècle, eh bien, va naître une véritable artiste avec sa sensibilité, avec sa propre approche de la peinture. Chez les Manet, il n'était pas plus acceptable qu'Édouard embrasse la carrière d'artiste. Fils d'un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, il n'était pas du tout destiné au pinceau. Ayant échoué à faire de lui un magistrat, son père va le pousser à s'engager dans la marine, mais en vain, là aussi. Il est l'aîné des trois frères. Donc c'est celui qui doit nécessairement, dans une sorte de logique de carrière typique du milieu bourgeois dont ils sont issus, mettre ses pas dans ceux du père. Mais c'est aussi une famille intelligente, manifestement, et qui finit par comprendre qu'il n'est pas fait pour le barreau. Et donc, on finit par accepter de le voir entrer dans un atelier de peinture, qui n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est l'atelier de Thomas Couture, c'est-à-dire que c'est un artiste qui, sous la Seconde République, est très en vue. On peut même dire que c'est l'artiste clé de la Seconde République, il reçoit des commandes, c'est un républicain, un proche du régime, et ça donne également une indication sur la façon dont Manet va construire sa carrière plus tard. C'est-à-dire que c'est un homme qui a accepté de ne pas se former à l'école des beaux-arts, de ne pas suivre le cursus traditionnel, d'être un artiste indépendant, mais proche du pouvoir. C'est dans l'atelier de Thomas Couture que Manet peint le buveur d'absinthe, la première toile qui lui vaudra d'être saluée par les critiques. L'apprentissage de Berthe ne sera pas plus académique, mais il faut rappeler qu'à l'époque, l'école des beaux-arts est interdite aux femmes. Madame Morisot-Mère inscrit donc ses deux filles à un cours de peinture dans l'atelier de Joseph Guichard. Alors la jeune femme se prend de passion et reçoit une formation très classique, le dessin d'abord, la couleur à travers la copie au Louvre ensuite, et notamment le travail sur Véronèse. Mais ce qui passionne Berthe, c'est avant tout le travail en plein air, et Joseph Guichard, reconnaissant cette passion, la recommande à Corot, dont elle devient avec sa sœur Edma l'élève. Peintre en extérieur, Camille Corot va initier Berthe et sa sœur Edma au lyrisme et au romantisme des paysages peints d'après nature. Et pour que leurs deux filles s'exercent auprès du maître, leurs parents n'hésitent pas à louer une maison au bord de l'étang de la commune de Ville d'Avray,
dans les environs de Paris, pendant les mois d'été de 1861. Mais dans le milieu auquel appartient Berthe, on n'aime pas que les filles travaillent. On ne leur reconnaît de féminité que dans le dilettantisme, le mariage, la maternité. Edma, la sœur chérie de Berthe, cède aux pressions parentales et en 1869 épouse un officier de marine. Elle s'installe à Lorient et renonce pour toujours à la peinture. Berthe est dévastée. Mais pas question pour elle d'abandonner ses rêves, pas question de renier sa sensibilité et sa nature d'artiste. Berthe Morisot, c'est une femme rebelle. Elle n'est pas conforme à ce qu'on attendait d'elle. Elle aurait dû avoir un destin bourgeois, être simplement une mère de famille, tenir la maison comme la tenait sa mère, servir le thé à ses amis. Ça, c'était le destin tout tracé qui l'attendait. Et ce que Berthe Morisot ne fera jamais, c'est de rentrer définitivement dans le rang. Jamais elle ne sacrifiera sa peinture à sa vie. Alors elle arrivera à créer une synthèse tout à fait remarquable entre sa vie de femme, sa vie de mère et sa vie de peintre, mais jamais elle ne sacrifiera sa peinture. C'est probablement ce qui la distingue profondément des femmes de son époque. Je dirais que ce mot rebelle est un peu violent pour elle. Et il y a George Sand est rebelle. Bon, elle est militante. Il n'y a pas de militantisme chez Berthe. Il y a le désir d'exister dans la peinture, de s'exprimer. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier Berthe Morisot de rebelle au sens où elle est restée quand même conforme à une certaine attente de ce que devait être une femme de son milieu. Donc, pas rebelle, mais certainement farouchement indépendante, oui, très déterminée. Tout ce que je fais depuis longtemps me paraît si horriblement mauvais que je voudrais avoir du nouveau et surtout du meilleur à montrer au public. Contrairement à sa peinture, qui est une peinture où le blanc domine, qui est une peinture avec des tons pastels, qui est une peinture aussi du bonheur, Berthe Morisot est une femme douloureuse. Et il lui arrive d'ailleurs d'être en colère, d'avoir des tempêtes. Elle a ainsi un jour complètement détruit ses œuvres de jeunesse qu'elle trouvait imparfaites. Douée d'une indomptable force de caractère, Berthe est en permanence à la recherche de la touche juste. En quête d'absolu, elle ne vit que pour peindre et pour peindre sa vie. Manet a-t-il été en proie au même tourment qu'elle? A-t-il dû lui aussi se révolter? Je crois qu'il ne faut pas enfermer Manet dans une seule définition, notamment celle du rebelle, parce qu'elle ne correspond pas à son statut social, elle ne correspond pas à ses ambitions sociales et commerciales, elle ne correspond pas non plus à son comportement à l'égard des institutions, à l'égard des critiques de l'époque. Il se présente dans le milieu de l'art comme un élève de couture, c'est-à-dire un artiste on ne peut plus célébrer et par le Second Empire et par la Seconde République précédemment. Et par ailleurs, il affronte le jury du Salon avec finalement un certain profit puisqu'il est médaillé dès 1861. Si Manet veut bien faire carrière pour honorer ses parents, impossible toutefois pour lui d'ignorer ce que lui dicte son tempérament. Il se refuse à adapter sa peinture aux règles académiques. En 1863, à la demande expresse de l'empereur Napoléon III, est créé le Salon des Refusés, où l'on accueille les 2000 peintres exclus du salon officiel. Manet est de ceux-là, et c'est là qu'il expose son Déjeuner sur l'herbe et déclenche son premier véritable scandale. Le Déjeuner sur l'herbe, obscène. Jamais on n'a fait plus effroyablement grimacer les lignes et hurler les tons.
Ce tableau a beaucoup choqué à l'époque puisqu'il montre un modèle nu conversant sans aucune pudeur avec deux hommes vêtus. À l'arrière-plan, on voit une autre femme en train de se baigner. Tout ça est exécuté de façon très franche, sans aucun souci de la perspective. Le nu féminin ne respecte absolument pas les règles habituelles de modelé, de sensualité féminine. Donc c'est une exécution très, très franche et une iconographie, un sujet déroutant pour le public. Et donc ce tableau crée scandale. Olympia, une vierge sale. Olympia, cette odalisque au ventre jaune. Lors du salon officiel de 1865, Manet s'attaque au thème du nu féminin traditionnel et de nouveau il va déclencher la tempête avec Olympia, une toile qu'il a peinte 2 ans auparavant. Ce qu'on reproche à Manet, c'est d'introduire dans le grand format, le format de la peinture d'histoire, d'abord le sujet moderne, et pas n'importe quel sujet, qu'il s'agisse du Déjeuner sur l'herbe ou d'Olympia, la femme, non plus la nymphe idéale, mais la femme du Second Empire, déshabillée, non plus un nu académique, mais un être de chair, et un être de chair qui toise le public, dans les 2 cas. Victorine Meurent se tourne vers le public. Sujet incompréhensif dans les 2 cas. Pourquoi avoir choisi, au fond, de montrer cette sorte de pique-nique amoureux dans le cas du Déjeuner sur l'herbe, ou cette scène de bordel, d'une certaine manière, ou de boudoir, dans le cas d'Olympia. On allait voir les expositions où il y avait un tableau de Manet pour rire en famille devant ces tableaux, vraiment les contemporains sont passés à côté de cette peinture extraordinaire qui était très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. On ne comprend pas en 1863 ou en 1865 comment on peut à la fois se réclamer de Titien, de Raphaël, et proposer des images aussi vulgaires, aussi laides, aussi brutales. Alors que lui pense que c'est le seul salut pour la peinture d'histoire. Il faut qu'elle recolle avec le monde, avec le réel et avec son public. Jusqu'à sa mort, en 1883, Manet restera incompris. Incompris du public, incompris des critiques, lesquels n'auront de cesse de crier au scandale comme au ridicule et de mépriser cet artiste qui s'obstine à les narguer. Manet ne fait pas de différence entre un visage et une paire de pantoufles. Berthe fait pour sa part son entrée au salon officiel avec sa sœur Enma dès 1864 et elle y exposera assidûment durant 10 ans. À la différence de Manet, elle ne crée pas le scandale, mais c'est peut-être pire, elle est tout bonnement dédaignée. Dans la Gazette des Beaux-Arts, on la classe sans s'attarder avec les autres artistes femmes parmi les peintres de ménage. Comme on dit, femme de ménage. En 1873, Berthe expose pour la dernière fois au salon officiel et elle se tourne vers l'avant-garde. Elle signe alors la charte qui, sous une bannière indépendante, regroupe des artistes encore méconnus. Ils se nomment Monet, Renoir, Degas, Pissarro. Des peintres qui, suite à leur première exposition commune, le 15 avril 1874, se feront appeler les impressionnistes. Au cours des années 1870, lorsqu'elle expose avec les impressionnistes, elle est quand même critiquée comme ses amis pour le caractère très esquissé, très peu fini au regard des critères de l'époque de ses peintures. Donc elle fait quand même l'objet de critiques assez vives. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux atteints de la folie de l'ambition s'y sont donné rendez-vous pour exposer leur œuvre.
Les fureurs du public et de la critique se déchaînent contre ces peintres et leurs tableaux qu'on juge brossés à la va-vite. Berthe semble s'en sortir sans trop d'égratignures, mais en réalité, les diatribes à son encontre sont plus pernicieuses et surtout bien plus méprisantes. L'ambiguïté, c'est qu'on a voulu voir l'œuvre de Berthe Morisot à travers sa féminité, son statut de femme, sans chercher à me pointer du doigt ce qu'elle a pu avoir d'original. Je pense que Berthe Morisot a en effet pâti de cette approche réductrice de sa peinture jusqu'à nos jours. Lorsqu'on trouvait féminin, c'est que on disait qu'elle peignait comme on compose un bouquet de fleurs, par exemple. On estimait également que ses sujets étaient féminins. Donc ça, effectivement, on voit que Berthe Morisot s'est beaucoup cantonnée à la sphère privée. Et en effet, elle a beaucoup peint notamment des scènes de maternité. On peut remarquer que Renoir, par exemple, a également abordé ces sujets et qu'il a lui-même peint énormément de scènes d'intimité familiale, en particulier à partir du moment où lui-même est devenu père. Et Berthe Morisot s'est également repliée sur cette sphère d'intimité familiale à partir du moment où elle-même est devenue mère, quand sa fille Julie est née. Chez les impressionnistes, Monet est le virtuose de la lumière, Renoir celui de la couleur et de la sensualité. Berthe Morisot, de son côté, reste effacée, à l'écart de la gloire des autres peintres du groupe. Mais le temps, peu à peu, profitera à son œuvre d'une exceptionnelle et discrète harmonie. Pour l'académicien Paul Valéry, l'ensemble du travail de Berthe fait songer à ce que serait le journal intime d'une femme qui aurait choisi comme moyen d'expression la couleur et le dessin. Ils reconnaissent son talent, sa qualité de peintre et je dirais aussi sa force de caractère. C'est une femme qui va devenir un pôle d'attraction pour tous ces artistes qui vont la reconnaître comme leur égale. À partir de 1874, Berthe Morisot tourne une fois pour toutes le dos à la tradition. Elle fait le choix de la liberté de peindre hors de toute influence, à commencer par celle de son beau-frère Édouard Manet. On a souvent, jusqu'à assez récemment, présenté Berthe comme une élève de Manet. Elle n'a jamais été élève de Manet, au sens premier du terme. Elle a échangé avec lui, mais comme Degas échangeait avec Manet, comme Renoir échangeait avec Manet. Enfin, c'était quand même l'artiste. Il était un petit peu plus âgé que les impressionnistes. Il avait précédé, si je puis dire, les impressionnistes dès les années 1860 sur cette voie de la peinture de la vie moderne. Et donc, il avait vraiment un prestige. Et Berthe Morisot n'est absolument pas la seule. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est sous l'emprise de Manet. Manet est une figure tutélaire en quelque sorte de cette nouvelle génération d'artistes, qu'ils soient hommes ou femmes. Oui, Manet est regardé par les impressionnistes comme celui qui a, au fond, ouvert la voie. Il est celui qui a affronté le premier, le jury du salon, sur le terrain justement de cette nouvelle peinture moderne, de ce nouveau réalisme si dissemblable, si distinct de celui de Courbet. D'ailleurs, en 1870, Fantin-Latour peint l'atelier des Batignolles, où Manet est représenté à son chevalet, entouré, au fond, par tous ceux qui vont devenir, 4 ans plus tard, les impressionnistes, et qui sont présentés comme, si j'ose dire, les disciples du maître. Érigé malgré lui en chef de file par les impressionnistes, Manet n'acceptera jamais de participer, ne serait-ce qu'une fois, à leurs expositions. Il déconseillera même très vivement à Berthe de s'associer à ces marginaux. Lui n'en a pas fini avec sa quête des honneurs. Le public paraît enfin venir à lui avec moins de sarcasme et moins d'hystérie. Pourquoi prendrait-il le risque de tout perdre alors que le succès semble à portée de main ? Il ne croit pas à la stratégie des impressionnistes. Il va les soutenir, il achète quelques tableaux, il prête de l'argent à Monet, à Renoir,
il a été précédemment proche de Basile. Il écrit quand même aux journalistes pour leur dire « il faut soutenir cette peinture. Vous la comprendrez peut-être un jour, mais il faut la soutenir aujourd'hui. Elle incarne quelque chose de neuf et quelque chose de légitime. » Même si lui-même, d'ailleurs, n'en partage pas nécessairement les options esthétiques. Il y a chez Manet une sorte de dandisme intellectuel qu'on trouve rarement chez les impressionnistes, où la peinture est plus littérale, voire plus superficielle. Chez Manet, il y a cette volonté d'introduire dans sa peinture des éléments qui ne seront compris que par son cercle. Qui donc est par exemple ce petit garçon, à peine esquissé dans l'ombre, à l'arrière-plan? Seuls les proches de l'artiste pouvaient identifier le jeune Léon Lenhoff, le beau-fils de Manet. Il avait 11 ans quand Manet épousa sa mère. Manet refusera de le reconnaître et l'obligeait d'ailleurs à l'appeler parrain. Donc il y a des amorces de fiction, des amorces de narration, des amorces de récit dans la peinture de Manet. On a eu tendance à les oublier au profit de la forme seule, mais elles existent bien et elles font bien sûr la richesse de cette peinture. Mais cette richesse a joué contre la peinture de Manet dans les années 1860 parce qu'elle agace, elle irrite la critique qui attend de la peinture qu'elle livre une sorte de mode d'emploi. Il faut au fond comprendre immédiatement de quoi il s'agit. C'est ce que d'ailleurs lui disent notamment les critiques proches de Courbet. Cette peinture relève du rébus, du sphinx, elle n'est pas assez lisible. Fermez donc cette fenêtre. Ce que j'en dis, monsieur Manet, est dans votre intérêt. Si les toiles de Manet sont donc des tableaux à secret, des tableaux mystérieux et riches de références et d'hommages voilés, la voie qu'a choisie Berthe est radicalement différente. Elle se veut peintre de sa vie. Jamais chez Berthe Morisot, on ne trouvera le réalisme. Le réalisme est étranger à sa nature. Elle est profondément poétique. Donc, ce qu'elle représente, c'est une scène de la vie sous une certaine lumière. Je crois que c'est vraiment par excellence, avec Monet bien évidemment, le peintre de la lumière. On le voit bien, elle le dit dans ses carnets, ce qu'elle souhaite, c'est saisir un instant de ce qui passe. Le fugitif, l'éphémère, l'insaisissable, des formes un peu inachevées, des couleurs pastel qui se mêlent, parfois simplement un trait. Je trouve qu'elle devient, elle approche le génie vraiment dans certaines toiles peintes au bois de Boulogne. Elle peint le lac, un signe sur le lac, le ciel qui est un peu dans la même couleur que l'eau du lac. Tout ça est fondu dans une sorte de blanc irisé, proche de l'abstrait. Sont vraiment des tableaux tout à fait étonnants. Alors que justement ce caractère esquissé de la peinture impressionniste faisait scandale, suscitait le rejet, dans ce domaine elle va aller très loin et plus loin que certains de ses confrères impressionnistes comme Renoir par exemple. Berthe et Manet se fréquenteront durant 15 ans. Dès lors, est-il seulement concevable que Manet n'ait pas eu ni la moindre ascendance, ni la moindre emprise sur la peinture de Berthe, que sa manière de peindre ne l'ait pas influencée? Oui, bien évidemment, Manet va avoir une influence sur la peinture de Berthe Morisot. Je dirais,
Manet, Degas, Fantin-Latour qui, à travers leur type de portrait, leur gamme chromatique, vont influencer Berthe Morisot, comme Corot l'aura influencé au départ. Ce qui est important pour Berthe, c'est d'utiliser, de s'imprégner de toute cette création comme d'une peinture plus classique et de l'utiliser comme une boîte à outils pour faire une œuvre originale. Tant qu'elle estime qu'elle est sous l'influence de tel ou tel maître, ça lui est insupportable et elle détruit sa peinture. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'œuvre de Berthe Morisot qui ne nous soit parvenue, à quelques exceptions près, avant 1869-1870. La peinture, pour elle, est une indéniable conquête, et rien ni personne ne peut l'en détourner. Elle déteste que quiconque lui impose ses idées, même lorsqu'il s'agit du maître Édouard Manet. Berthe avait fait un portrait de sa mère et de sa sœur qu'elle prévoyait d'envoyer au salon. Manet se présente à son domicile et immédiatement commence à dire « c'est très bien » et à reprendre le tableau. Et Berthe, dans sa correspondance, décrit ce moment qu'elle vit comme une blessure, comme une humiliation, comme un déchirement absolu. Et finalement, le tableau part quasiment contre son gré au salon, et c'est pour elle l'horreur, l'humiliation absolument suprême. Voilà où commencent mes malheurs. Une fois en train, rien ne peut arrêter Manet. Il passe du jupon au corsage, du corsage à la tête, de la tête au fond. Il fait 1000 plaisanteries, rit comme un fou, me donne la palette, la reprend. Enfin, à 5 heures du soir, nous avions fait la plus jolie caricature qu'il se puisse voir. Ma mère trouve l'aventure drôle, je la trouve navrante. Je préférerais être au fond de la rivière plutôt que d'apprendre que mon tableau est reçu au salon. Il est donc arrivé que Manet s'autorise à retoucher les toiles de Berthe, mais a-t-il lui-même été influencé par sa manière de peindre ? Ce dialogue est à double sens également, puisque Berthe Morisot, comme Monet et comme Renoir, va contribuer à mener Manet vers cette voie du plein air, à explorer les effets de plein air, à éclaircir sa palette, à peindre dans les jardins, à peindre en extérieur. Et on découvrira des toiles de Manet où la touche se libère, se fait plus visible. C'est indubitablement sous l'influence, au contact de ces jeunes artistes. Et c'est sans doute à Berthe, à l'influence de Berthe, que l'on doit de nombreux tableaux de fleurs, notamment de Manet. Donc il y a certainement une influence, une interinfluence de ces deux peintres entre eux. Mais peut-on aller au-delà de ce simple constat d'une réciproque influence ? Y a-t-il eu entre les deux peintres un dialogue artistique dont on trouverait la trace au travers de leurs toiles ? Tous les deux peignent en plein air, par exemple Julie, en train de jouer avec un arrosoir dans un jardin. Et donc on voit les deux artistes intéressés par les mêmes motifs, par les mêmes effets de plein air à cette époque. Après qu'elle a épousé Eugène, l'émulation est différente. Elle est plus, au fond, réciproque. C'est ce qui est très intéressant dans le dernier moment de la peinture de Manet, qui est un moment d'ailleurs très féminin, tourné vers la mode parisienne, avec une palette argentée, une écriture beaucoup plus brillante, une exécution plus rapide, qui, pour le coup, est largement comparable à ce que fait au même moment Berthe Morisot. Donc là, il y a un dialogue différent et qui prolonge le premier moment de leur rencontre et qui montre que cette relation est sans doute l'une des plus fortes et les plus fécondes dans la carrière de Manet.
Le 30 avril 1883, Édouard Manet meurt, emporté par la syphilis, à l'âge de 51 ans, et après 10 jours d'une épouvantable agonie. Berthe, par la suite, ne va plus quitter ses robes, rubans et chapeaux noirs qui plaisaient tant à Manet. Toute sa vie, elle restera fidèle à la mémoire du peintre, s'érigeant même en porte-drapeau de ses défenseurs. C'est elle qui va lancer l'offensive d'un long combat de réhabilitation en organisant, dès 1884, une grande exposition posthume à l'École des Beaux-Arts, la toute première rétrospective des œuvres de Manet. Je n'oublierai jamais les anciens jours d'amitié et d'intimité avec lui, alors que je posais pour lui et que son esprit si charmant me tenait en éveil pendant ces longues heures. Et de temps en temps, dans certaines œuvres plus tardives, je pense par exemple à un très beau portrait de Julie jouant du violon, un grand portrait en pied. Berthe Morisot glisse un de ses portraits exécutés par Manet près de 20 ans auparavant. Donc c'est vraiment une peinture qui continue à la nourrir et qui fait partie vraiment de son environnement. Donc, je crois que cette rencontre, elle s'explique par un certain nombre de facteurs. Le facteur amoureux est sans doute déterminant. Est-ce une raison pour laquelle, par exemple, Berthe Morisot a acheté certains tableaux plus tard à la vente de Théodore Duret, qui a été un personnage clé de l'époque, en 1894. Elle achète son portrait au bouquet de violettes, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, le prix fort. Il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, dans cet achat. Douze années plus tard, à 54 ans, Berthe va s'éteindre brutalement à son tour, d'une congestion pulmonaire qu'elle a contractée en soignant la grippe de sa fille Julie. Lorsqu'elle meurt, donc en 1895, Renoir est à Aix-en-Provence, il peint à côté de Cézanne. Il reçoit le télégramme annonçant la mort de Berthe et il abandonne tout. Il oublie même sa canne et son chapeau, il laisse ses pinceaux, il prend le premier train pour être à son enterrement et il dira ce jour-là « La vie est un désert ». Parce que la présence de Berthe pour Renoir était très très importante dans l'impressionnisme. Et un an après sa mort, ce sont ses meilleurs amis, c'est-à-dire Renoir, Degas, Monet et Mallarmé, qui organisent une rétrospective de son œuvre et qui se chargent d'accrocher eux-mêmes chez Durand-Ruel, à la galerie Durand-Ruel, les tableaux de Berthe. Et c'est là que l'on comprendra vraiment que cette femme à une œuvre. Cette exposition, ça a été une révélation. Il faut imaginer que toute sa vie, Berthe Morisot n'a jamais présenté que 5 toiles, une sélection de 5 aquarelles ensemble. Donc chacun a une vision très partielle de son travail. Là, 300 pièces étaient présentées de son œuvre et tous ont pu découvrir à la fois son talent de peintre, mais aussi son talent de dessinatrice et d'aquarelliste. Finalement, sa peinture, on pourrait le dire, malgré son apparence délicieuse, presque un peu évaporée, eh bien, sa peinture est un combat. Un combat pour être une artiste, un combat pour être une artiste et une femme en même temps, et établir un équilibre entre ces deux vocations de sa vie. À la veille de sa mort, Berthe trouve la force d'écrire une toute dernière lettre à sa fille. Ma petite Julie, je t'aime mourante, je t'aimerai encore morte. Je t'en prie, ne pleure pas. Cette séparation était inévitable. J'aurais voulu aller jusqu'à ton mariage. Travaille et sois bonne comme tu l'as toujours été. Tu ne m'as pas causé un chagrin dans ta petite vie. Tu as la beauté, la fortune, fais-en bon usage. Tu diras à Monsieur Degas que s'il fonde un musée, il choisit un Manet. Julie, celle qui fut la seule passion de Berthe autre que l'art, consacrera sa vie à faire connaître et reconnaître l'œuvre de sa mère.
Elle sera la gardienne de ses toiles et de sa mémoire. Berthe est inhumée au cimetière de Passy, dans le caveau familial des Manet, aux côtés de son mari Eugène et aux côtés d'Édouard Manet. Aujourd'hui, les tableaux de Berthe et de Manet sont fièrement accrochés aux cimaises des plus grands musées, mais il a fallu attendre jusqu'en 1907, près d'un quart de siècle après la mort de Manet, pour que son Olympia fasse enfin son entrée au Louvre. Berthe, de son côté, aura eu le bonheur de voir de son vivant sa jeune femme en toilette de bal exposée dans une salle du musée du Luxembourg. C'était tout juste un an avant de disparaître. Mallarmé a compris ce qui s'était joué entre Manet et Berthe Morisot. Manet a deviné quelque chose en Berthe Morisot, une sorte de potentiel, pour le dire comme aujourd'hui, et qu'il fallait développer, qui demandait à se développer. Et il a été, en quelque sorte, celui qui a permis à Berthe Morisot, peut-être, de devenir elle-même.